Bonjour et soyez les bienvenus dans cette session très exceptionnelle des dialogues du savoir qui est présenté et organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement et également la Fondation du savoir Mohamed Ben Rachid Al Maktoum et qui permet de renforcer le savoir dans toutes ses facettes. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un des grands une grande personnalité et aussi euh, une des personnalités qui a illuminé le monde arabe. C'est son Excellence Jamal Ben Houereb, PDG de la Fondation du Savoir Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Votre Excellence, Son Excellence Jamal Ben Houarib n'est pas seulement un écrivain, mais aussi c'est une personnalité très importante et connue pour son émission Ar-Rawi, qui est connue dans toutes les radios et télévisions arabes. Il a présenté beaucoup de recherches qui ont redonné la faveur aux savants arabes et musulmans dans le monde arabe. Il a donc contribuer à mettre en place des plans des ponts entre le passé et l'avenir. Sa présence avec nous n'est pas seulement un honneur pour nous, mais aussi c'est une opportunité de plonger dans cet héritage arabe. Le, ti- le titre de notre session, c'est Les savants arabes, une marque immortelle sur la civilisation mondiale. Nous allons partir avec Monsieur Son Excellence Jamal bin Huraib à travers l'histoire et de voir comment les savants arabes ont contribué dans les domaines, donc la médecine, la chimie, la philosophie. Et les mathématiques, c'est une session très importante pour montrer comment les cerveaux arabes et les savants arabes ont contribué dans la civilisation mondiale et comment on peut profiter de cela pour créer un meilleur monde. Avant de donner la parole à son Excellence Jamal Ben Khareb, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la section euh, questions-réponses. Et nous laissons maintenant la parole à son Excellence Jamal Ben Khareb, qui a une empreinte dans l'histoire humaine. Votre Excellence, à vous. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui et de parler également sur l'histoire euh, formidable de notre Ummah. Certains d'entre vous le savent et certains peut-être l'ont oublié. La raison pour laquelle il y a cet épanouissement et cette chute, c'est le savoir. Lorsque les Arabes et les musulmans étaient attachés au savoir, il y avait l'épanouissement total. Lorsqu'ils ont délaissé le savoir, le déclin est arrivé. Graduellement, de- de- jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que très peu de gens attachés au savoir. Donc, de nos jours, on parle de Galileo, Newton, Darwin, dans toutes les classes d'enseignement, Einstein et ceux qui sont arrivés après. Da Vinci également, l'italien, l'icône de la création chez les Européens. Mais on n'entend presque pas les noms des savants arabes et musulmans dans le monde. La raison pour laquelle, c'est que nous nous, nous ne donnions pas la bonne place au savoir, comme on lui donnait la place de prédominance dans le passé. Donc, aujourd'hui, Darwin, Galileo, Newton, Einstein et les autres, des savants, les inventeurs, ont été là depuis des centenaires.
alors que les savants arabes ont été au-dessus, donc dans le savoir, pendant 8 siècles. Et la langue de, de, de la science était la langue arabe. La langue arabe, donc, était la langue du savoir, des sciences pour 8 siècles. Ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas le français, ce n'était pas l'allemand ou le latin. C'était une langue universelle, mondiale pour eux. Pendant 8 siècles, hein, représenter la science. Donc, la majorité des gens, les Arabes surtout, ne savent pas cette information. Les savants et les Arabes, quand je dis les savants arabes ou musulmans, je ne parle pas de la race, mais je parle de la langue. Parce que tous les savants arabes de l'époque, donc leurs livres étaient édités, publiés, je dirais, donc écrits en arabe, parce que c'était la langue donc du savoir. Nous commençons. Ce sont des connaissances donc formidables et sur des savants qui ont laissé leur empreinte dans la civilisation universelle, mondiale. Nous, nous voulons connaître quelques-unes de ces inventions et de voir les épisodes dans leur vie et de connaître quelques contributions de leur travail. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre cela? Si je dois parler de ce sujet, j'ai besoin d'un mois, peut-être ce n'est pas assez, parce que c'est un océan de savoir qui est présent dans les livres et dans les manuscrits, et les Arabes euh, ne s'intéressent pas trop à leur passé. Donc, il y a des inventions qui ont été avant notre siècle ou notre ère, donc des faits scientifiques formidables. La majorité ne le savent pas. Et il y a la loi de Sénède, le Hollandais, qui a, qui a donc découvert dans le XVIIe siècle cette invention. Certains disent que c'est Descartes. Et maintenant, ils ont dit Sénède et Descartes. Mais au fait, cette, la, la loi de Ibn Sahel de Bagdad, parce que Ibn Sahel, avant plusieurs siècles avant eux, a décrit l'angle d'arrivée, de chute de la lumière et sa déviation. Et donc a mis une équation euh, quand qu'on connaît aujourd'hui de l'équation de Sénède et Descartes, c'est-à-dire qui a été avant le physicien hollandais de plus de 6 siècles. Est-ce que Sénède et Descartes l'ont pris de Ibn Sahel parce que ses connaissances ont été traduites en latin, ou bien ils ont trouvé la même équation qui était avant eux de 6 siècles. Mais pourquoi on ne dit pas c'est l'équation ou la loi de Ibn Sahel et on l'a dit c'est la loi de Sénède et Descartes. Cette question se pose aux Arabes, premièrement. Euh, parce que les Européens n'ont rien à voir avec nos savants. Nous, nous avons cette charge, cette responsabilité de chercher, trouver les efforts de nos grands savants. C'est un fait scientifique formidable, donc, époustouflant. Si je vous dis que tous les savants arabes, musulmans, ne savent pas que cette loi de la déviation de la lumière, c'est à la paternité de Ibn Sahl al-Baghdadi de Bagdad. Avant de passer à une autre thème,
de regarder une vidéo depuis 10 ans. C'était, je crois, un film sur plus de 1000 inventions en une minute ou deux. Donc, je voudrais bien, euh, c'est la loi de la réfraction. Donc, on va voir un film que j'aimerais bien que vous entendiez. Qui êtes-vous? Donc, je suis Al-Jazari, ingénieur et inventeur. Mais vous avez dit, bien sûr, ce sont des siècles obscurs, mais c'est pas obscur, parce que là, cela dépend de la vision que vous avez, mon ami. Et il y avait des régions donc qui n'étaient pas donc obscures. Il y avait bien sûr, il y avait des lumières depuis la Chine également. Quelle civilisation? La civilisation islamique. Les savants ont développé une des meilleures inventions de l'époque, des inventions qui sont étaient basées sur les sciences de ceux qui étaient avant et qui sont en concordance avec votre monde actuel. Donc, je dois prendre une vidéo ou de prendre une photo. C'est une, c'est une bonne idée. Donc, permettez-moi de vous présenter Ibn al-Haytham, un savant important avec ses idées qui lui ont permis d'inventer l'appareil photo. C'est moi qui ai mis les principes des appareils photo avec comment nos yeux fonctionnent. Donc, j'ai mis la lumière. Donc, c'est une chambre sombre. Regardez toutes les choses qui ont été développées, les appareils photo, le cinéma, tout travaille selon le même principe. Soyez vigilants. Qui est cette personnalité? C'est mon ami Abbas ibn Firnas. Il a pu très fortement que l'être humain peut voler. Il a pensé à voler avant 1000 ans. Quand vous voyagez par avion, vous devez vous rappeler Abbas ibn Firnas. Soyez prêts. Je suis prêt à partir. Il a oublié quelque chose de très important, c'est la queue qui est très importante, l'arrière de l'avion, la queue de l'avion. Est-ce que vous m'avez appelé? Mon ami, pouvez-vous vous présenter? Ah, je suis Abu Qasim Al-Zahraoui. Je suis connu par Abu Jarrah. Vous avez fait des, s- des surgeries, j'ai besoin du scalpel. Je vais utiliser les intestins des animaux. Ces fils sont pris des intestins des animaux. Même vos chirurgiens modernes l'utilisent toujours encore. Je dois partir pour ma chirurgie. Donc, merci, c'est suffisant. La vidéo nous donne, la vidéo est plus longue, cela, bien sûr, qui montre beaucoup de savants et des inventions des Arabes musulmans dans le passé. Mais je voudrais revenir à Al-Bayruni découvert, qui a mesuré la moitié de la superficie de la Terre, euh, 3 3920 milles, avec une marge de 2% qui est 3000 800 000. Une précision que les Européens n'ont pas trouvée que récemment. Donc, après avoir découvert cela, il a découvert qu'il y avait une autre terre au-delà de la
terre ancienne qu'il connaissait. Donc, que Bayrou a dit que si l'Europe avait donc superficie du tiers de la Terre, on doit, il doit y avoir une autre d'autres terres qui en fait une intuition qu'il avait sur la découverte des Amériques, du continent américain. Donc, avant des siècles et des siècles de ceux qui ont découvert le continent américain. Ce sont des informations qui ne sont pas enseignées, bien sûr, dans les universités ou dans les écoles. C'est un inventeur ou un savant qui a pu mesurer avec des outils très modestes et très simples. Il y a des outils qui peuvent programmer. Et ces outils, on croit qu'ils ont été inventés avec la révolution scientifique moderne de l'informatique. Mais les savants Ibn Moussa Ibn Shakir dans le 9e siècle ont inventé ce qu'est la première machine qui pouvait être programmée. Ils ont, ils ont écrit un livre. C'est pas c'est le livre de Hayal qui veut dire bien sûr le livre de l'ingénierie. C'était une boîte musicale qui pouvait faire de la musique être programmé pour faire des, des chansons, des pièces musicales. Donc, ils ont inventé une flûte qui fonctionne avec la vapeur et qui peut être programmée. Et cela fonctionne bien sûr en changeant quelques pièces à l'intérieur pour changer le ton et le son qui sort de cette flûte. C'était plus, il y a plus de 1100 ans. Donc, c'est un appareil qui a été programmé mécaniquement, qu'on peut appeler aujourd'hui robot primaire. Donc, il y a une autre question qui est très importante également, la question du savant Al-Kindi. Vous avez tous entendu. Donc, vous avez parlé de la cryptologie. Les armées essaient toujours de casser la cryptographie. Donc, Ishaq el-Kindi, au 9e siècle, il a inventé cette science de la cryptologie et décryptologie. Et si c'est lui qui a mis cette théorie de faire des lettres redondantes pour découvrir les mots de passe ou les messages cryptés. Et c'est une question très délicate. Et ceux qui et sont intéressés par cela peuvent donc découvrir la pertinence de Al-Kindi dans cette cryptologie. Cette invention a été la première utilisation sur les statistiques pour analyser les données. Aujourd'hui, cette science est basée sur tous les officiers d'intelligence pour décrypter les messages. Donc, cryptés. Donc, une question formidable au 9e siècle et nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Il a créé cette théorie ou cette science sur la cryptologie et sur les lois, les sciences des, des visions. Il y en a tellement. Et aussi d'autres savants, autres que Ibn Haytham, qui ont contribué à changer toutes les théories scientifiques sur les visions. Ibn al-Haytham a corrigé la théorie des Grecs. Euh, donc, euh, il a compris
que la lumière rentrait dans les yeux au lieu d'aller le contraire. Et donc, il était à l'avance de 5 siècles sur la méthodologie de la recherche scientifique. Donc, Ibn Haytham invite toujours les scientifiques à donc pratiquer, à faire des expériences. C'est la science basée sur l'expérience. Vous avez entendu parler de cette, bien sûr, cette chambre sombre, noire, où il y avait un petit trou. euh, on voit donc l'image renversée ou l'objet renversé. Ensuite, il a euh, créé, écrit un livre sur qui a un titre Al-Manadhr, et qui était donc la référence pour les scientifiques, les savants européens. Il y a aussi également un autre savant très célèbre. On lui a demandé, son nom c'est Sharif Al-Idrisi. Roger II lui a demandé de dessiner une carte du monde en 1152. Donc, les cartes, la, la première carte véritable et véridique, qui était la base de toutes les cartes après, se sont basées sur les sciences de Al-Idrisi. C'est lui, donc, le père, donc, de la cartographie dans le monde. En 1145, pardon, 54, selon, bien sûr, selon donc les principes des sciences islamiques, hein. Donc, c'est avec des détails très précis sur l'Europe, sur la sphère du nord et du sud. Maintenant, bien sûr, on voit qu'il y a donc, on se demande comment il a pu dessiner tout cela alors il était en Sicile. Mais la science à son époque, la, la science islamique était très, très forte. L'Idrissi est considéré, encore une fois, comme le père de la cartographie. Également, sur un autre sujet, Ibn Sina, vous le savez, vous le connaissez tous, qui a rédigé un livre sur la loi ou la juridiction, qui a toujours été enseignée en Europe jusqu'au 17e siècle. Donc, beaucoup de sciences ou de lois sont prises du livre de Ibn Sina et qui a un rôle à, à combattre donc les épidémies. Donc, il y avait un film en noir et blanc dans les années 50 qui parle bien sûr de Ibn Sina et son rôle dans la lutte contre les épidémies. Il y a un docteur très connu, Ar-Razi, qui avait un cerveau qui est basé sur l'expérience, hein. Au 9e siècle, on lui a demandé de choisir un endroit idéal pour l'hôpital. Donc, on lui a demandé de choisir l'endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé la viande et il l'a mis dans différents endroits de la ville. Après plusieurs jours, il est allé inspecter ces morceaux de viande. Donc, les pièces, des morceaux de viande qui n'ont pas été rapidement pourris. Il a dit, ça, c'était l'endroit idéal parce que l'air est plus propre dans cet endroit. Cette expérience est un peu euh, amusante, mais prouve qu'il avait un esprit très profond. C'est lui qui a mis donc aussi euh,
le médicament amer avec le miel pour que les gens puissent prendre cet traitement. Nous avons également Abbas ibn Farnas. Tout le monde, tous les gens croient que Abbas ibn Farnas a volé, il était fou et il est tombé et il est mort. Mais la vérité, si on s'attarde un peu, parce que nous lui avons pas donné ça exprès. Et donc, le poète donc, a dit de lui qu'il volait comme Al-Anqar, qui est un animal fictif, donc imaginaire. Il est en train de louer euh, ce savant. Et nous enseignons à nos enfants qu'il a volé puis qu'il est tombé. Il a volé à 65 ans et il a volé plusieurs fois de la plus haut sommet de Cordoba, euh, du minaret de la mosquée. Et une fois, son atterrissage n'était pas bien. Et il s'est un peu fracturé, mais il a continué après plusieurs mois. Mais je vais vous donner une description de ce savant. Al-Abbas est un être humain, mais il avait une intelligence comme le djinn. On lui donnait une intelligence pertinente. C'est le premier qui a fait une voûte céleste dans sa maison. Donc, ces voûtes que vous voyez construites par les Allemands. Donc, quand vous rentrez dans sa maison, vous voyez cette voûte céleste avec les étoiles. C'est le premier qui a extrait donc le verre du sable et, et il donnait, il offrait au califat en Andalousie quelques objets aussi comme l'horloge aussi qui s'appelle Miqata. Et il a mis des plumes sur son corps et il a mis aussi des ailes en soie et il a pu donc voler à une distance. Il a également il a fait beaucoup d'inventions, mais malheureusement, il n'a pas été étudié, qui était bien avant les frères, les frères aviateurs. Je ne veux pas dire qu'il a inventé les avions, qu'il a construit les nefs d'avions, mais c'est le premier qui a fait une expérience réussie de voler. Il est décédé après à un âge dépassant les 85 ans. Il y a un autre savant très connu. Ah, si vous voulez bien mettre la vidéo, ce serait bien. Merci. Pour réaliser son rêve de voler. Donc, il a étudié les ailes des oiseaux. Il a bien sûr fait des calculs sur la vitesse de l'air et aussi les angles des ailes. Et aussi, il est allé sur le minaret et il a sauté. Donc, euh, contrairement à ce que les gens croient, il n'est pas tombé immédiatement, il a continué. Mais première chose, il a pu chuter, mais au fait, c'est parce qu'il a oublié la queue. Et donc, après des mois de cette blessure dans le dos, il a pu vivre 12 ans après cela. Cette vidéo explique comment.
Al-Abbas ibn Farnas, l'inventeur, le musicien, le savant, le philosophe. Il y a une personne ici aux Émirats, mais vous ne le connaissez pas, qui a un livre qui s'appelle Al-Fawaid. Je vais voir la couverture dans quelques instants. C'est celui qui a changé la navigation maritime dans le monde, l'écrivain de ce livre, avec dans la présentation de Dr Abdallah Youssef El-Ghanem. Il a montré, il a inventé l'aiguille magnétique, la boussole. C'était, bien sûr, la boussole était avant Ibn Majid, mais l'aiguille, aimant, à aimant, vous le trouvez à l'université de Francfort. C'est- Je l'ai vu et je l'ai pas vu du tout. On n'en a pas parlé de cela dans un monde arabe, dans un musée arabe ou dans les livres arabes, mais je l'ai vu dans l'université de Francfort. Cette aiguille aimantée, donc il l'a utilisée dans la marine et aussi il a inventé une, des ronds pour en faisant bien sûr les 16 directions sur les cercles, qui a donné une précision davantage dans la navigation. Et cela, vous le trouvez dans le- euh, donc الفوائد في أصول علم البحر, donc, les sciences maritimes. Cet homme a fait des choses formidables avec cette invention qui a changé la face de la navigation maritime, qui est l'aiguille aimantée, ou la boussole, je pense. Il y a également un autre hôpital étonnant, Al-Mansouri, Ibn Qaloun. Si vous pouvez voir la photo, cet hôpital, je ne l'ai pas vu auparavant. J'ai été avec le donc président de Nobel. Ils ont mis quelques œuvres sur l'histoire de la médecine dans le monde arabe. Donc, le membre de Nobel, le prix Nobel, je crois, donc il m'a montré cet hôpital. C'est étonnant parce que à l'époque même, donc les, les infirmières étaient et les médecins étaient habillés en blanc, des tabliers blancs. Dans cet hôpital Al-Mansouri ou Qaloun, ou bien Qaloun. Et il y avait également des ailes dans l'hôpital pour les euh, malades psychologiques. C'est la première fois qu'on avait des ailes spécialisées dans cet hôpital. Également, il y avait une réunion des médecins pour étudier tous les cas présente dans, dans l'hôpital. Et on distribuait aussi de la nourriture, des habits gratuitement aux patients. Parce que guérir de dans cet hôpital, c'était à la charge du gouvernement à l'époque, hein. Cet hôpital est devenu un modèle pour les hôpitaux modernes. Je suis sûr de- que beaucoup qui m'écoutent n'ont jamais entendu parler de cet hôpital ou de ses divisions, de ses sections, de ses ailes. C'était pas seulement un hôpital pour la guérison, mais c'était également
une université pour enseigner la médecine. Malheureusement, ces, ch- ces connaissances sont loin de nous. C'est pas parce qu'on ne les voulons pas, mais on ne les voit pas dans nos programmes d'école ou universitaires. Parce que nous avons besoin de motiver les jeunes arabes pour prendre exemple avec leurs ancêtres. Nous avons parlé de Ibn Kindi al-Abbas, Ahmed Najed, Avicenne. Nous avons cité beaucoup de ces savants. Mais comme je vous ai dit, j'ai besoin d'un mois. Vous voyez cette montre qui vient de passer? C'est l'horloge de Ibn al-Jazari, avant Da Vinci, de 300 ans, ce qui est dans le livre de l'ingénierie. Tout ce que vous voyez, avec l'éléphant, l'oiseau, le dragon, tous sont en mouvement. C'est un robot d'une horloge primaire qui il doit nous rendre, nous donner cette idée. Comment Ibn al-Jazari, avant 300 ans, ou 400, 500 ans avant la révolution industrielle, de faire donc bouger les choses, ces objets. On a repris la fabrication de cette horloge, de ce prototype, et ça fonctionne. Donc, ce n'est pas Da Vinci, il a, qui est venu après, qui a dessiné. Il a dessiné, mais il n'a pas fait bouger. Mais ce savant arabe a fait bouger 57 appareils, et on doit le considérer comme l'icône de la création, alors que Da Vinci a été célébré en Europe. Est-ce que Ibn al-Jazari peut trouver donc un écho dans le monde arabe et la civilisation arabe? Ce sont les savants du passé. Est-ce qu'il y a, après la chute de l'Andalousie et, et la fin de l'ère euh, des Lumières et d'or de la civilisation musulmane. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde moderne? Oui, il y a des savants très connus qui ont pu prouver leur science et et j'espère avec l'invitation chez Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum à, à continuer la civilisation arabe et musulmane et nous invitons bien sûr ces savants et scientifiques arabes de continuer la civilisation ancienne arabe, et ce n'est pas de commencer à nouveau, mais de continuer. Ils peuvent continuer cette civilisation avec force et détermination, avec toute cette science qui est autour de nous, les universités. Ils peuvent. On a besoin de détermination, de patience et euh, un sens, docteur Ali Mustafa Musharrafa. J'ai parlé de lui à Rawi, dans mon émission Rawi. Il est considéré comme Einstein des Arabes. Il est un scientifique formidable dans la physique et aussi dans les mathématiques. Et, et- et il a aussi été intéressé par Al-Khawarizmi, de Einstein. Quand vous parlez des logarithmes, Khawarizmiyat, l'algèbre aussi, du, des-
et aussi le zéro des Arabes et les chiffres arabes. Vous savez très bien, je ne vais pas parler de ça. Vous savez toutes ces informations. Mais il y a des noms qui ont un rôle. Docteur Samira Moussa, donc une savante pour le nucléaire et aussi qui a eu deux fois le prix Nobel euh, avec l'invention ou quelque chose qui a rapport avec les rayons. Elle a obte- obtenu sur un doctorat en radiation nucléaire et, et elle voulait utiliser cela pour la médecine et autres et qui est arrivé, qui s'est réalisé un peu après. Et aussi docteur Farouk El-Baz, d'Égypte, d'Amérique, des États-Unis, qui a travaillé avec NASA. euh, et il a dit que j'ai choisi les endroits des astronautes sur la Lune. Et également une autre personne qui est responsable spécialisée dans la science des nanos et a eu le prix en 2007 pour utiliser les technologies de nano pour lutter contre le cancer. Donc cette science, certains l'ont pris pour la commercialisation, mais pour lui c'était pour et aussi il a la règle la la chimie des lumières, docteur Huda Az-Zourbi, qui est savante du Liban sur euh, sur certaines maladies. Elle est professeure à l'université aux États-Unis. Donc, elle a eu le prix Nobel en 2016. Ce sont quelques exemples, mais il y a tellement de savants dans le monde, pas seulement dans le monde arabe, seulement des Arabes, des musulmans qui ont un rôle très grand pour enrichir ceux qui ont reçu le prix Nobel. Professeur Peter Mdawar du Liban, anglais, donc, euh, donc euh, qui a trouvé le système de l'immunité. C'est la première personne arabe qui a remporté le prix Nobel. C'est en médecine et c'est le seul arabe dans la médecine. Il a eu ce prix Nobel en médecine. J'espère que parmi vous qui m'entendez, vous pouvez. Elias James Khoury, en 1928, né en 1928, il a eu un prix Nobel sur la chimie, sur de la chimie biologique, aussi docteur qui est un des savants du prix Nobel qui ont inventé. J'ai pas entendu le nom du savant. A eu le prix Nobel en 1999 et il a inventé un appareil à l'université à Zoel en Égypte. Professeur Munji Saleh Boundi, américain mais d'origine tunisienne, qui a réussi, a eu le prix Nobel en chimie. Tous ces savants anciens et modernes ont enrichi la science. Mais si vous comparez ceux qui ont remporté les prix Nobel en général, en nombre, ne sont pas des Arabes ou des musulmans. Si on avait le prix Nobel dans les temps anciens,
tous ces prix-là auraient été inventés par donc les Arabes musulmans qui ont inventé également donc la circulation sanguinaire. Ce recul, bien sûr, il y a des raisons pour ce recul des sciences arabes. Thabit ibn Qurra, c'est c'est ce qui a inventé les chiffres amis, friendly numbers, qui était bien avant. Il a donc calculé la longueur de l'année, aussi a mis les théories du poids. Thabit Ben Qurra, c'est un homme incroyable dans les sciences. Il n'a pas d'égal. Et on peut le considérer comme un des personnes les plus intelligentes dans le monde. J'ai quelques conseils avant de terminer. Premier conseil que je vous donne à vous tous, de vous intéresser dans la recherche. La recherche, ça va élever la personne. Lire, bien sûr, tout le monde doit lire, mais certains d'entre vous qui aiment la science, ils doivent s'intéresser à la recherche et de rechercher les endroits qui sont intéressés par la recherche, que ce soit aux Émirats arabes unis ou dans d'autres endroits du monde. Parce que quand il est dans un environnement de recherche, il va élever son niveau et il va trouver des idées euh, pour qu'il puisse ajouter à la science et au savoir, donc ajouter quelque chose de formidable. Bien sûr, devant la stagnation de l'esprit, on doit enfin, avoir un esprit de développement. C'est pour cela on doit penser à cela pour pouvoir concourir avec les autres nations. Et on doit s'intéresser aux sciences. La majorité des mamans et des pères sont intéressés par leurs enfants, ou s'intéressent à leurs enfants, mais nous devons les pousser vers la science, vers la chimie, la physique, la médecine et aussi l'ingénierie, pas seulement pour être des employés, mais pour qu'ils deviennent des savants dans la statistique, dans la chimie et dans les mathématiques, et aussi qu'on aime pour leur donner beaucoup d'intérêt dans les découvertes. OK? Donc, on doit, j'espère, après tout, ceux qui m'entendent, m'écoutent maintenant, de ne pas être feignant et de s'intéresser à la science et de voir, de regarder les anciens savants qui ont trouvé la théorie de la réflexion de la lumière et qui ont aussi inventé les outils de chirurgie et aussi par l'expérimentation, le bon médicament, aussi comment faire des canaux d'irrigation, l'agriculture. Ils ont pu faire bouger les outils avant 1000 ans des temps modernes. Nous devons faire cela et nous devons continuer à inventer, ne soit pas donc un fardeau sur le monde et nous doit donc concourir pour les prix Nobel. Pourquoi on doit accepter d'être une Oumma qui est basse dans la classification mondiale pour ceux qui obtiennent alors que nous avons un héritage formidable pour des siècles, nous sommes les petits-enfants de ces ancêtres. Donc, je conseille à tous ceux qui m'entendent, vous ne devez pas vous arrêter et vous devez intéresser davantage dans les sciences et merci beaucoup pour votre attention. Merci, Votre Excellence Jamal, pour ces conseils que vous nous avez pris dans un voyage à travers les siècles avec les inventions des savants arabes et également vous nous avez fait connaître des noms donc des scientifiques ou de savants, nos ancêtres. Donc cette session a beaucoup de réactions. Nous avons plus de 500
600 personnes présentes et cela est uniquement sur Zoom, alors que nous sommes en direct à travers les médias sociaux. Euh, et nous avons beaucoup de questions et il y a une demande également d'avoir une partie 2 pour connaître davantage les savants arabes. Et on a besoin d'un mois ou même plus que cela. Ça ne suffit pas. C'est un océan de connaissances et de savoir, de la contribution des savants arabes musulmans à travers les siècles, à travers 800 ans. C'est un siècle, c'est un océan qui ne peut pas être rétréci dans une séance ou deux. Je ne peux pas moi-même ou sans présentateur pour cela. Donc, avec en toute simplicité, et il y a tellement, plus que vous pouvez imaginer, les contributions des musulmans arabes, des savants. Donc euh, vous savez qui comprennent cela? Ce sont les universités d'Europe, de Russie, du Japon, qui, donc, que- qui connaissent nos savants. Alors, nos universités n'expliquent pas, ne mentionnent pas, ne parlent même pas des sciences qui se sont étendues sur 800 années avec des contributions dans le monde scientifique. Nous pouvons essayer, je promets à notre audience de discuter avec Son Excellence Jamal sur ce- euh, même si, bien qu'on sache qu'il est très, très occupé, nous avons beaucoup de questions. Je sais qu'on est en retard et je suis désolé pour le problème technique au début. Votre Excellence Jamal, est-ce que vous avez un peu de temps pour quelques questions, une ou deux questions? Je préfère de répondre à quelques questions, de répondre à travers Zoom par écrit parce que j'ai d'autres occupations. Je dois partir. Je vous donne la parole. Première question. Vous êtes parmi les rares qui se sont concentrés sur raconter l'histoire d'une perspective scientifique. Pourquoi le récit euh, littéraire a eu la prédominance dans le monde arabe par rapport au récit scientifique? Le récit scientifique n'a pas d'acheteur, je dirais. Alors que, bien sûr, les livres littéraires sont vendables. Donc, si vous êtes un écrivain scientifique, vous ne trouvez pas d'acheteur. Ce n'est pas parce que le marché est trop petit, mais plutôt le marché est orienté vers, bien sûr, la narration, les récits. Ok. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous intéresser dans le livre scientifique parce que ça élève le niveau des nations. Cette histoire, cela n'est pas seulement ici, c'est également en Europe. Donc, on a les livres scientifiques en Europe, c'est 300-400 copies, 1000 copies, alors que les livres littéraires de fiction, c'est vendu à des millions d'exemplaires. Et la différence, c'est qu'ils ont beaucoup de savants, alors qu'ici, dans le monde arabe, il y a moins de savants, moins de chercheurs, moins de centres de recherche. C'est pour cela que le récit scientifique n'a pas vraiment un grand marché. Mais il faut continuer et nous faisons des prières jour et nuit que la nation, la Oumma arabe revienne à sa grandeur et que le récit ou les livres scientifiques puissent avoir sa place et son intérêt.
Deuxième et dernière question. Est-ce qu'il y a une personnalité scientifique savant arabe qui n'a pas eu sa position euh, je crois que c'est Dr Ahmed Zouel. Dr Ahmed Zouel, cet homme, plus importante personnalité de savant, pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier. Cet homme, dans mon émission, programme sur les rois, je fais deux émissions, alors que Ahmed Zouel lui a donné trois émissions ou trois programmes, et je les compare avec les rois de la science. Cet homme que Dieu ait pitié de son âme, nous avons fait un musée à Dubaï par la fondation du savoir Mohammed bin Rajed Al Maktoum. Nous avons fait des créations et donc célébrer aussi l'histoire de Zouel, docteur Zouel. C'est un homme formidable. Je le considère comme Da Vinci des siècles modernes. Et si je peux ajouter 30 programmes, 30 émissions sur cet du savant chimique, docteur Ahmed, docteur Ahmed Zouel, donc le défunt. euh, Aussi, lorsqu'il est décédé, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a dit des mots de tristesse sur quand on l'a perdu. Et nous n'avons pas, cet homme n'a pas d'égal. Merci. J'ai suivi ces trois émissions et je crois que ce sont des émissions inspirantes. Malheureusement, nous ne connaissons pas autant sur ces scientifiques, ces savants arabes qui sont notre fierté. Je pense que cet héritage euh, scientifique, c'est pas seulement pour la fierté, mais aussi c'est une invitation pour la continuité. Nous avons des capacités, nous avons besoin donc juste d'un environnement enthousiaste. Les Émirats arabes unis, Mademoiselle Stéphanie, c'est un environnement donc motivant pour la science et appuyant donc la science. Cette fondation donc est donc partenaire avec le programme des Nations Unies pour le développement et moi-même et mes collègues, nous sommes au service des chercheurs. Nous souhaitons juste voir plus de chercheurs dans le monde arabe, dans la Oumma islamique, et qu'ils cherchent à des hauts niveaux. Et il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Et il ne faut pas qu'ils disent, je ne peux pas le faire, mais plutôt, tu peux le faire. Qui Celui qui a calculé la moitié de la surface de la Terre avec précision, avec des outils très modestes, mais aujourd'hui, vous avez tout l'appui avec l'intelligence artificielle et vous pouvez atteindre des niveaux très, très hauts. Merci beaucoup. Merci, Votre Excellence Jamal Ben Houere. Merci à tous pour votre présence. J'espère que cette émission est un début pour la méditation et de donc renforcer l'esprit de la science. Et on vous retrouve après l'Aïd et joyeuse fête à l'Aïd.